oh. On m'entend pas. Ah. Magnifique. L'audience est ouverte. Voilà, ça va être dur ça. Alors, mesdames, messieurs, peuple du Chablais, avant toute chose, le tribunal populaire du Chablais tient à remercier les citoyens, les citoyennes qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour venir assister à ces procès. Nous remercions également les bénévoles de Fakir ainsi que l'établi et les bénévoles de l'établi qui ont organisé cette journée, monté les chapiteaux, installé les chaises, préparé les repas et réussi l'exploit d'organiser 2 procès sans disposer du budget de Gérald Darmanin au ministère de la Justice. Donc, le tribunal... Vous pouvez applaudir, vous avez le droit. D'autant que je fais ça avec la voix cassée, alors on peut applaudir. Bon, le tribunal précise que, contrairement à certaines juridictions de la République, il est ici tout à fait possible de boire une bière, de manger de la tartiflette pendant les débats et d'aller acheter des journaux au stand de Fakir ou aux autres stands. Vous êtes libre de faire un tour. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première affaire que nous allons examiner aujourd'hui. Il s'agit d'une affaire concernant un modeste projet d'aménagement local. Une autoroute? Ouais, bon, une petite autoroute, quoi. Oui, 16 km et demi quand même. Ouais, 16 km, ça se fait, c'est quoi? En bagnole, c'est 8 à 7 minutes, non, il me semble, un truc comme ça. Rien du tout. Merci, monsieur le juge d'être impartial, ça c'est vraiment... merci. Ah, merci, maître, mais moi, personnellement, je vois pas pourquoi on est là aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait. J'ai la voix cassée, excusez-moi, mais à un moment donné, je me demande pourquoi on fait toute une affaire ça fait combien? 150 ans qu'on s'oppose à ce projet, là? 50, votre honneur. Ah, 50, 150, c'est pareil. 50 ans et pas 150, votre honneur. Oui, bah, Merci, monsieur le juge. Il semble que dans 150 ans, on s'en rappellera plus, hein, je crois. Merci, monsieur le juge, pour apporter un petit peu de nuance dans le discours de ces éco-terroristes. Maître. Un peu de silence, s'il vous plaît. Maître, je vous ai pas donné la parole, il me semble. T'es supposé saluer mon impartialité à toute épreuve. Oui, ça c'est bon, mais je l'ai déjà dit ça. Ah oui, bah alors écoute, tu peux le redire, parce que je suis vraiment... Merci monsieur le juge pour votre impartialité. Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il fait bien de préciser que je suis totalement impartial dans ce procès. Je prendrai absolument pas part. C'est ça, l'impartialité du mâle blanc patriarcal, on le connaît. Oui, ça va. Bon, ça va. Ah, un peu de Objection, silence. votre honneur, elle divise le peuple. Oui, bien sûr. Madame le procureur, il faudrait pas qu'une domination remplace une autre non plus, hein. Non, c'est bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est là, apparemment, parce que cette autoroute menacerait des terres agricoles, des Objection, forêts... votre honneur, Oh. je conteste le terme menacé. Je parlerai plutôt d'un territoire et d'une autoroute qui se rencontrent. Une rencontre? Oui, une rencontre. Même une rencontre peut-être même un petit peu amoureuse. Mais votre honneur, n'avez-vous jamais eu bien Attendez. faim et vous vous êtes pas dit, en 10 minutes, je pourrais être au McDo de Saint-Sergue? C'est vrai que c'est pratique. Alors, excusez-moi, mais une rencontre, votre honneur, vous ne pouvez pas laisser dire cela. Pourquoi? On ne peut pas. Une rencontre qui se solde par 300 hectares artificialisés. Qui a trouvé des mots pareils? Des fermes sacrifiées, des échangeurs à perte de vue. Faites quelque chose. Un peu de silence. Ça dramatise Oui, un mais peu. bien sûr, avec vous... Excusez-moi, j'ai pas fini, lis le texte. Quand l'un des deux finit sous une couche de bitume, permettez-moi de douter du caractère romantique de la relation. Un peu de silence, s'il vous plaît. Quant à la question du consentement, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas été traitée avec la même délicatesse que les études d'impact. Attendez, bon, on va pas commencer à se chamailler comme ça, il fait Voilà, chaud. mais avec vous, c'est toujours pareil. Une petite bretelle d'autoroute, et puis on parle de sacrifice. Écoutez-moi, des bretelles, j'en ai sous ma robe, et ça empêche personne d'avoir adoré le concert de Titi et les Gros Minots, je crois, non?
On a des questions à se poser quand rien d'autre que les bretelles ne peut maintenir le pantalon. Oh là là, c'est vraiment... Il fait quand même chaud, j'aimerais qu'on avance dans les débats. Ouais, parce que moi je comprends pas. C'est vrai que c'est pratique une autoroute. Qu'est-ce qui pose problème finalement, madame la procureure? C'est quoi le problème avec cette autoroute? Vous êtes jamais retrouvé dans les bouchons de Douvaine, vous allez me dire vous, bien sûr, les élites comme vous, là. Monsieur le juge, les faits sont relativement simples. Depuis plusieurs années, un projet d'autoroute baptisé A412 vise à relier Machilly à Thonon-les-Bains sur une distance... Excusez-moi, j'ai pas... d'environ 16 km. Bravo, il y en a qui ont suivi, je vous félicite. Selon ses promoteurs, ce projet permettrait de fluidifier le trafic, de désenclaver le Chablais, d'accompagner le développement économique du territoire. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Bon, il me semble que jusqu'ici tout va bien. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu tout ce que vous annoncez, madame. Le problème, c'est que ce projet implique également l'artificialisation de centaines d'hectares, la disparition de terres agricoles, des atteintes non pas probables, non pas possibles, mais probables, à la biodiversité, sans parler du coût trop élevé du projet. Une partie importante de la population locale, des agriculteurs, des associations environnementales, des élus et même certains services de l'État contestent depuis des années l'utilité de cette infrastructure. En résumé, monsieur le juge, monsieur le juge, en résumé... Respectez-moi. Excusez-moi. Nous avons d'un côté un projet présenté comme indispensable et de l'autre, un nombre croissant de citoyennes et de citoyens qui se demandent indispensable, mais à quoi et à qui? Mais vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaissez rien, vous avez un agenda politique. Nous allons, de toute façon, monsieur l'avocat, je suis désolée, nous allons essayer d'établir aujourd'hui une vérité grâce aux témoins que nous allons appeler à la barre. Bon, d'accord. Du coup, allons-y, passons au chef d'accusation, s'il vous plaît. Le projet A412 est poursuivi pour destruction programmée des terres agricoles, atteinte à la biodiversité, mise en danger de 6 exploitations agricoles, tentative d'assassinat de 110 000 reblochons par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Gaspillage agrafé de fonds publics et enfin, complicité avec le trafic routier international. Ouais. Bon, madame la procureure, appelons donc notre premier témoin, s'il vous plaît. J'appelle à la barre Madame Elisabeth Charmot. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, mesdames et messieurs les avocats. Bonjour, Madame Charmot. Je vous laisse vous présenter. Elisabeth Charmot, porte-parole de l'ACPAT. L'ACPAT, c'est l'association de concertation, de propositions sur l'aménagement et les transports. Et nous nous battons depuis 1997 contre ce projet. Un peu de silence. Madame Charmot, je vous demande de vous sentir libre de répondre à nos questions de la manière qui vous paraît la plus complète possible. Pour commencer, qu'est-ce que cette autoroute est censée résoudre? Alors, d'après les gens qui sont pour, elle est censée résoudre les bouchons. Mais il faut savoir que pour la première étude d'impact, celle pour la DUP, il y a eu un truc quand même assez incroyable. C'est que l'État a attendu que la ligne de train soit fermée à cause des travaux du Léman Express pour faire les comptages. Donc en 2014, pendant la fermeture du Léman Express. Donc forcément, il y avait beaucoup de monde sur la route. Voilà, madame le procureur. Pourtant, madame, plusieurs organismes officiels ont rendu des avis très critiques. Qu'est-ce qui pose problème dans ce dossier? Alors, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, il ne résoudra pas le problème d'enclavement parce que déjà, on n'est pas enclavé. On est une région qui est super économiquement très développée. On a un tribunal, un hôpital, on a des écoles, des lycées. Et puis, on a quand même 2 départementales vers l'ouest avec une voie ferrée. Et on sait très bien maintenant, c'est le paradoxe de Brest, que dès qu'on construit une route, en fait, on encourage les gens à circuler davantage. Donc, on se retrouve avec exactement le même problème. Et puis là, alors ce qui est marrant, c'est que le concessionnaire autoroutier nous dit que
Ouais, c'est pas comme la 69. La 69, Castres, c'est enclavé parce que c'est loin de tout. Et puis parce qu'il n'y a pas assez de routes et puis qu'il n'y a pas assez de trains. Nous, comme il y a assez de routes et assez de trains, puis qu'on est déjà hyper développé au niveau économique, contrairement à, paraît-il, Castres, mais je ne connais pas Castres, il nous dit « Ah oui, mais là, c'est parce que justement, comme vous êtes hyper développé, il faut des routes de plus pour que les gens puissent aller bosser. » Alors, il nous dit en même temps, et là, vous n'allez pas me croire, monsieur le juge, qu'en fait, les gens, dans l'étude socio-économique, comme les gens ont des sous, ils vous pourront payer l'autoroute. Donc, il y a plein de gens qui prendront l'autoroute. Mais en même temps, il nous dit que comme ce sera cher, finalement, il n'y aura pas de trafic induit parce que tout le monde ne pourra pas prendre l'autoroute. Donc, on a l'impression que c'est tout et son contraire. C'est un paradoxe. Et ça, on a de la chance parce que vous parliez, Madame le procureur, des autorités environnementales et puis du Conseil national pour la protection de la nature. Et ça, ils l'ont relevé aussi. Voilà. Merci beaucoup. Silence. Oui, alors moi j'ai une vraie question, excusez-moi. Dimanche dernier, là, il faisait chaud, donc je suis allé à la piscine chez mon ami là de Vinci. Et alors, du coup, il m'expliquait, et puis moi je le vois bien, depuis le haut des montagnes, on n'est pas enclavé. Quand on y regarde depuis le haut des montagnes, pendant 8 mois vous avez du brouillard, vous êtes quand même bien enclavé dans le brouillard, j'ai quand même bien l'impression. Et il me disait, donc lui il est chargé de communication chez Vinci. Eiffage. Ou chez Eiffage, ouais, voilà. Eiffage, monsieur l'avocat. Et figurez-vous qu'il me disait que grâce à l'autoroute, et puis bien sûr qu'avec cette justice qui est en train de devenir partiale, on n'a pas invité mon intervenant de chez Eiffage, mais il m'avait bien expliqué qu'une fois qu'il y aura l'autoroute, ça va absorber toute la brume et il n'y aura plus jamais du brouillard dans le Chablais. Alors voilà, moi j'ai pas de questions pour vous, Madame Charmeau, c'est juste que vous n'avez pas de solution pour le brouillard, c'est tout quoi. Ah si, moi j'ai une solution pour le brouillard. Hein. C'est justement que tout le monde prenne le train parce que là dans le brouillard il y a plein de particules de pollution et si tout le monde prend le Léman Express, il y aura moins de particules de pollution. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, les gens qui veulent l'autoroute, ils nous disent que dans les embouteillages, ça pollue. Sauf ce qu'ils oublient de dire, c'est que dans les embouteillages, on n'y est pas H24. C'est que quelques heures par jour et puis pas sur tout le long du tracé. Alors qu'une vitesse excessive sur l'autoroute, ce sera H24 et tout le long du tracé. Donc c'est ça qui va être polluant. Et puis la pollution diffusée par les voitures sur une autoroute, elle va beaucoup plus loin que ce qu'elle va sur une route parce que forcément on va plus facile, on va plus vite. Et puis en plus, il y a un truc qui est inadmissible, c'est qu'Eiffage, dans le contrat de concession, a refusé qu'il y ait une limitation de vitesse. Alors que même les élus étaient d'accord avec ça. Donc, en fait, je ne sais pas comment vous pouvez défendre ce Amédéa qui a une sous-boîte d'Eiffage. On ne sait même pas comment ça tient debout. En plus, cette affaire juridique, financière. Mais c'est un peu louche, hein. Merci, Madame Charmeau. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Rapidement, monsieur l'avocat, s'il vous plaît. Monsieur le juge, oui. Peut-être une dernière question. Moi, en venant aujourd'hui pour le procès, je me suis retrouvé derrière un camion et puis un deuxième camion. Vous allez me dire que dans le Chablais, vous n'avez pas tant besoin de camions que ça. Peut-être que... Non, c'était des camions bien chargés, là, j'ai bien vu. Donc vous, dans le Chablais, vous n'avez pas de camion, vous consommez rien, il n'y a rien qui arrive en camion de nulle part. Vous n'avez pas besoin de camion, je comprends pas. Si, on a besoin de camions. Mais déjà, si tous les camions d'eau déviant partaient sur le rail, on en aurait moins. Et puis en plus de ça, c'est que si on fait l'autoroute, l'État se décharge d'un problème en disant comme ça les camions partiront par l'autoroute. Alors que si on ne fait pas l'autoroute, ils seront obligés de faire du ferroutage. Donc voilà, on mettrait l'État en face de ses responsabilités, monsieur l'avocat. D'accord, ça va finir avec des éco-terroristes et des cheminots. Je vous raconte pas le truc là. On va en rester là, je pense, monsieur l'avocat. Merci beaucoup, Madame Charmeau, de votre intervention. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous livrer, vous qui avez l'habitude oui, quand même, c'est que l'autoroute est tellement pas légale, tellement importante au niveau de l'emprise, c'est que sur le PLU du Bas-Chablais, ils ne l'avaient même pas mise.
Et donc, comme le PLU venait après la déclaration d'utilité publique, eh ben, c'est le PLU sans autoroute qui prévalait. Et ils ont été obligés de faire passer une loi d'exception. Donc ça, c'est quand même du grand n'importe quoi. Et ça montre que c'est une autoroute qui n'a pas besoin d'être là, quoi. Et qu'on peut s'offrir des lois. Et qu'on peut s'offrir des lois, ouais. Merci, merci, madame. Merci beaucoup, madame Charles. Merci. Un peu de silence. Un peu politisé, non? Monsieur... Un peu politisé, cette dame, il me semble. Monsieur le juge, on va se passer, je pense, de vos réflexions. Non, mais je dis ça. Non, mais on va se passer de vos réflexions. Oui, elle a clairement nous allons appeler un agenda deuxième politique. Hein. Non, mais ça, c'est pas quelqu'un qui connaît vraiment le terrain. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a un agenda politique. Voilà. J'ai l'impression. Voilà, on connaît l'affaire. Hein. Donc, je vais maintenant appeler le témoin numéro 2. Monsieur Decêtre. Comment prononce-t-on votre nom, monsieur? Comment? Détesse. Ils ont écrit tout faux sur mon truc, il me semblait bien. Monsieur, lorsqu'on parle de 72 hectares de terres agricoles détruites... Je peux pas me présenter? Ah bah excusez-moi, présentez-vous. Merci. Moi, je le connais. Donc, du coup, je m'appelle Jérôme Détesse, je suis paysan et membre de la Confédération paysanne. Ouais. Et si vous le permettez, je suis assez content que la justice populaire se penche sur ce projet avant qu'il se réalise. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre. Parce qu'on a quand même l'habitude que la justice institutionnelle donne un avis finalement une fois que les projets sont réalisés. Et c'est assez régulièrement des avis négatifs. Oui. Je pense au contournement de Strasbourg, par exemple. Ah, mais nous, on est très efficaces. Beaucoup plus que Gérald Darmanin. Enfin, on espère. Donc, monsieur, lorsqu'on parle de 72 hectares de terres agricoles détruites, qu'est-ce que cela représente concrètement? Alors, déjà, ce chiffre, il est assez restrictif, parce que 72 hectares, c'est effectivement la consommation agricole qu'on connaît aujourd'hui. L'emprise globale du projet, elle est de 180 hectares. Il est de 180 hectares aujourd'hui. En fait, quand même, ces projets-là, ils se montent, c'est quand même quelque chose un peu à souligner sur des mensonges et des mythes. Et notamment le mensonge qui a été fait depuis le début sur la consommation foncière de ce projet. En 2018, on nous disait que ça sera 130 hectares. Aujourd'hui, avec l'autorisation environnementale, on sait que c'est 180. Sur le foncier agricole, par exemple, on nous disait que ça sera 43. Aujourd'hui, c'est effectivement 72. Sur les zones humides, on nous disait que ça allait être 34 et aujourd'hui, c'est 56. Donc tout ça fait que ce projet, il avance et les consommations, elles avancent aussi. Et donc, le foncier agricole, il n'y échappe pas. D'accord. Et en termes de frais, de fermes, d'exploitation? Ouais, donc c'est 72 hectares, là, c'est aujourd'hui 33 fermes qui sont impactées. Donc 6 qui sont très sérieusement impactées. Ça touche à la fois leur surface et donc leur capacité, parce que c'est leur outil de travail, en fait. Hein. Donc on enlève de l'outil de travail en urbanisant ces terrains. Et donc... mais on enlève aussi toute la fonctionnalité des fermes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des zones qui peuvent être à proximité des fermes et donc qui permettent aux vaches de sortir, brouter de l'herbe. Aujourd'hui, si elles sont coupées par une autoroute, ça sera des surfaces qui seront compliquées pour les paysans à utiliser, par exemple en pâturage. Et est-ce qu'on est... Nous, ici, on a beaucoup, bien sûr, parlé du reblochon. Mais derrière la formule, qu'est-ce qu'on risque réellement de perdre? Qu'est-ce qui pourrait être représentatif pour nos spectateurs ici qui ne sont pas agriculteurs, qui ont peut-être pas vraiment l'idée de ce que ça représente réellement sur notre territoire? Du coup, effectivement, 80% de l'agriculture en Haute-Savoie, c'est de l'élevage. Le Chablais, il ne coupe pas. Et donc, c'est principalement des prairies qui sont impactées. Au-delà aussi des forêts et qui sont énormément touchées également. Mais du coup, ces prairies, en gros, on peut considérer que sur 1 hectare, on produit à peu près 1500 reblochons. Ouais. Et donc, sur les 70 hectares, ça représente effectivement 110 000 reblochons. Donc, 110 000 reblochons... Si on regarde, donc il y a 2 coopératives laitières là, qui sont sur le secteur, celle de Servan et de Branton. Le vendent à peu près, une fois qu'il est transformé, à peu près à 5 €. Ouais. Et donc 110 000 x 5, c'est 500 000 € en fait, chaque année qui seront soustraits aux revenus des agriculteurs. Et donc ça
Ça, je ne sais pas sur combien d'années on peut le calculer. En fait, puisque ces surfaces, elles seront perdues à jamais. Donc, est-ce qu'on le calcule sur la durée de la concession, etc. Et c'est là où j'ai parlé de mythe. Mais il y a notamment le mythe de la compensation collective agricole, où, du coup, l'État a décidé que ça serait calculé sur 7 ans. Donc, en fait, les agriculteurs vont toucher... alors, c'est l'ensemble, hein, c'est pas les impactés, mais la filière agricole va toucher... 1 million, oui c'est ça, 1 500 000 euros, non 3 millions 500 000 de compensation collective, mais du coup ça, voilà, c'est calculé sur 7 ans, alors que ces surfaces en fait elles sont perdues à jamais. Voilà à combien, messieurs, dames, on estime la fin du reblochon en Haute-Savoie. Un peu de silence, un peu de silence. Mais, j'entends votre argument économique. Moi, il me touche particulièrement car j'ai un ami qui travaille dans l'import-export de produits laitiers. Il me disait si les agriculteurs du Chablais pouvaient exporter des reblochons et pas les vendre 5 euros, mais 35 euros à New York, je vois pas le problème en fait, moi. C'est vrai. Ouais. Voilà. Un point. Voilà. Ouais, après, il pourrait y avoir soit un accord de libre-échange auquel on a tendance à s'opposer aussi, et puis après, si Trump nous met des taux de douane très élevés, on risque... En fait, ce qui est quand même intéressant, c'est de travailler localement sur le territoire, je pense. Et en fait, il faut qu'on défende collectivement, nous, ce qu'on appelle, dans le vrai sens du terme, la souveraineté alimentaire. Et il faut effectivement... les terres, c'est notre gagne-pain, mais c'est aussi votre alimentation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que tous, on a besoin de soutenir les paysans. Absolument. Un peu de calme, un peu de calme. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Un message que vous voudriez nous donner aujourd'hui? Alors, petite Excusez-moi, dernière monsieur l'avocat, question, nous si je n'avons me pas fini. permets. Excusez-moi, je vous coupe. Vous chamaillez pas. Maître, est-ce que vous avez une question? Je vous Qu'est-ce qui se coupe. passe? Oui. Sans doute une information primordiale. Je vous écoute. Monsieur Détesse, témoin appelé à la barre, me confirmez-vous qu'au jour actuel, parce que vos projections, bien sûr, on peut toujours y croire, hein, au Père Noël, est-ce qu'à ce jour actuel, aucun reblochon n'a été blessé physiquement? Je m'inscris en faux, du coup, à votre déclaration, puisque... alors, je vais me concentrer sur la Haute-Savoie, mais sur la Haute-Savoie, c'est 300 hectares chaque année qui sont urbanisés. Et ça, c'est une moyenne sur les 10 dernières années. Donc, en fait, des surfaces impactées, et notamment des reblochons, il y en a tous les jours. Et effectivement, si on veut conserver une capacité à nourrir le territoire, avec les évolutions climatiques qui vont aggraver toutes ces capacités à produire, je pense qu'il est essentiel, en tout cas, de s'opposer à ce projet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour un monde sans reblochon? Du calme. Écoutez, Tout dramatisé comme ça, madame la procureure. je crois, comme j'ai pu l'évoquer, que ce monsieur avait quand même un agenda politique assez clair. Hein. Il était à deux doigts de dire, si vous voulez nous soutenir, donnez aux amis de la Confédération Paysanne. Ouais. Oui. À deux doigts. Hein. À deux doigts. Son D'ailleurs, témoignage est un dépassez peu les deux dirigé, doigts. effectivement. Excusez-moi, est-ce qu'on peut continuer ce procès, s'il vous Non, plaît? excusez-moi, madame la Voilà. procureure, mais il me semble que c'est quand même moi le juge. Oui. Donc si jamais j'ai envie d'arrêter là, on arrête là, d'accord? Oui. Bon, Oui. il se trouve qu'effectivement, Oui. on va peut-être continuer. Voilà, d'accord. Donc, j'espère qu'on m'a mieux orthographié le nom de la prochaine personne. Ça n'est pas Thomas. Il me semble que c'est lui, oui. Ça n'est pas Thomas. Monsieur Braille. Thomas? Oh, monsieur Ah Braille, oui. il arrive. Non, parce que là, il y a une dame assise, elle me dit non, je ne m'appelle pas Thomas. Ah. Et ça, quand vous êtes sur une scène, c'est un peu paniquant, en fait. Voyez-vous. Après, Thomas, bonjour! un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous laisse vous présenter. Madame la procureure, monsieur le juge, monsieur l'avocat. Donc, je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Voilà, on nous appelle aussi les écureuils parce qu'on a tendance
à rester longtemps dans les arbres pour manger ce qu'il y a dedans. Voilà. Bravo. Un petit silence, bon. Silence. J'ai déjà allé moi Monsieur- aussi dans des parcs où... Pardon? Oui, je suis moi-même allé dans des parcs où on faisait des parcours dans les arbres. Oui, vous avez sans Exceptionnel. doute un ami qui grimpe dans des arbres. Bien sûr. Bien sûr. Alors, excusez-moi, mais nous allons continuer sur des éléments un peu plus importants. Monsieur Braille, vous êtes devenu l'une des figures de la lutte contre l'A69. Quand vous regardez le dossier de l'A412, est-ce que vous retrouvez les mêmes mécanismes? Oui, bien évidemment, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Le discours que vous venez de tenir ici dans ce tribunal où il y a une impartialité totale, on peut s'apercevoir bien évidemment que les discours sont les mêmes, que ce soit ici ou ailleurs. Tous ces projets-là sont destructeurs et au final, ce sont des vieux projets que l'on sort des tiroirs, monsieur l'avocat, depuis déjà plusieurs vingtaines d'années parfois, et que l'on remet au goût du jour aujourd'hui, car on cherche des moyens pour essayer de renflouer les caisses des bétonneurs et des bitumeurs, j'ai envie de dire. Voilà. Les défenseurs de ces projets parlent régulièrement d'intérêt général. Avec votre expérience, comment distinguer un projet réellement utile d'un projet qui ne l'est pas? Déjà, un projet utile, ce serait la moindre des choses, ce serait de poser la question au peuple. Si le... Oh, ça va. Si suite à des référendums, par exemple, ou des moratoires, on pouvait consulter un peu plus le peuple, on s'apercevrait que, comme on l'a fait avec la Convention citoyenne pour le climat, on s'aperçoit qu'on les fait travailler pendant longtemps, mais on ne les écoute pas. Eh bien, il faudrait faire de même pour ce genre de projet. Mais bien évidemment, on n'a pas intérêt à le faire, car on sait aujourd'hui qu'on a gagné la bataille de l'opinion publique avec ce projet de la 69. Bien évidemment, il a été très grandement médiatisé. Et on s'est aperçu qu'une grande majorité des citoyens sont contre. Moi, j'ai jamais reçu d'invectives de la part de personnes qui me rencontrent ou qui me côtoient ou qui me croisent parce qu'ils m'ont déjà vu peut-être dans les médias. Ils me disent bravo pour ce que vous faites. Et je tiens aussi à dire que je ne suis pas le seul. Je ne ramène pas tout à moi. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup plus de femmes déjà qui se battent que d'hommes parce qu'elles sont bien plus courageuses. Ouais. Un peu de calme. Et voilà, donc oui, clairement, c'est pas un choix que d'aller se battre sur le terrain, que d'aller perdre du temps et arrêter de travailler, parce que bien évidemment, la grande majorité des personnes ont un travail. On en fait passer pour des je ne sais quoi. Ouais. Mais moi, je suis chef d'entreprise et quand j'arrête de travailler, je gagne plus d'argent. Et bien entendu, voilà, c'est pas un plaisir que d'aller lutter. Donc, on fait pas ça par plaisir. Donc, arrêtons de nous coller des projets qui ont un non-sens, tout simplement, quoi. Voilà. Monsieur le témoin. Excusez-moi, une dernière question. Enfin, allez-y, monsieur l'avocat, je ne veux pas... Oui, parce que j'allais vous dire, moi, je vous n'ai pas coupé. Oui, je ne veux pas entraver votre liberté d'expression, surtout pas. Monsieur Braille, donc, ce que je ne comprends pas, moi, dans votre intervention, c'est que, moi, quand il y a une décision qui est prise, disons, par le préfet ou le président du département, et que je ne suis pas d'accord... je suis civilisé, donc je l'invite à manger. Je lui fais quelques cadeaux et puis voilà, on parle Bien sûr, on connaît l'affaire. bons amis. Quel est le lien avec votre mode d'action de grimper dans des arbres? J'avoue que moi là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être vous pouvez m'éclairer sur le sujet. Alors, vous faites bien de mettre en avant ces propos. Je tenais à vous dire, monsieur l'avocat, que moi, pareil, j'essaye de faire de même, vous voyez, de les inviter à dialoguer, à discuter. Alors, serait-ce peut-être parce que mon compte en banque est un petit peu en niveau négatif que je ne suis pas écouté? Peut-être, je ne sais pas, je pose juste une question, je vous laisse la réflexion, monsieur l'avocat. Alors, pourquoi grimper dans les arbres? Alors déjà, personnellement, c'est mon métier. Donc, je sais grimper dans un arbre, je sais y rester longtemps. On utilise des techniques qui sont assez efficaces, il faut dire, puisqu'elles retardent énormément les travaux. Et on ne grimpe jamais un arbre, en fait, au niveau du GNSA, sans avoir étudié la question. C'est-à-dire que si on bloque un chantier, c'est parce qu'il y a une faille juridique.
Et je pense qu'ici, on est dans un lieu tout à fait approprié pour parler de ça. Monsieur le juge, vous... Je ne sais pas. Ah, voilà. C'est là où est la question. Ouais. Bien évidemment. C'est compliqué, vous voyez. Bon. Mais juste pour vous dire que voilà, effectivement, c'est notre métier. Donc, quand on grimpe un arbre, il est difficile de nous déloger. On travaille en sécurité puisque c'est notre profession. Il est très difficile de nous déloger parce que les services de l'État n'ont pas les mêmes protocoles de travail, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps avec des modes de sécurité tellement grands qu'ils ne peuvent pas faire 20 cm sans accrocher une corde pour se raccrocher. Bon, nous, on va à droite, à gauche. Enfin, essayer de descendre un singe d'un arbre, monsieur l'avocat, c'est compliqué, vous voyez. J'espère avoir répondu à vos questions, Voilà. bien évidemment. D'ailleurs, monsieur l'avocat, je suis rassurée de savoir que vous partagez avec monsieur Vauquier les mêmes frais de bouche financés, bien sûr, par notre territoire. Lucas. Moi, on m'invite, Monsieur, je viens. Tant que monsieur Vauquier n'est plus une dernière président de la question. région. Oui, mais les frais n'ont pas été remboursés, Oui. à moins que j'ai raté quelques informations particulièrement C'était- importantes. C'était des déjeuners de travail. Monsieur, comment pensez-vous que l'on peut accompagner une lutte locale vers une cause nationale? Qu'est-ce qui, selon vous, peut favoriser cette écoute? Je pense que ce qu'il est important, et peut-être de ne pas oublier, pour vous donner un petit peu la recette de la 69, c'est vous avez une arme fatale qui est le téléphone portable. N'oubliez jamais ça. Absolument. Autant ça peut être très destructeur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles et qui circulent sur les réseaux sociaux. Autant utilisons cet outil intelligemment. Pour juste dire, le GNSA, en fait, il est né en 2019. J'étais tout seul dans un arbre où il y avait 9 platanes qui étaient en danger d'abattage dans la ville de Mazamet, dans le Tarn. Sur les 9, j'en ai sauvé 7. J'étais tout seul, j'ai fait ma toute première vidéo. Et je savais en fait que ce moyen d'action, de relier sur la toile ce qui se passait, ça allait intéresser les gens. Aujourd'hui, le GNSA, c'est plus de 70 antennes en France. C'est plus de 1500 adhérents. Et c'est une médiatisation énorme suite au travail qu'on a fait sur la 69. Pas que, il y a XR, il y a les soulèvements aussi, je tiens à le dire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, chaque fois que vous avez quelque chose à dénoncer, à dire, n'ayez pas peur, prenez le téléphone et relayez ça sur la toile. Et si vous êtes humain, je pense que si on arrête de réfléchir avec notre tête, comme le font nos politiques, et si on réfléchit un peu avec notre cœur, si vous faites passer un message qui passe avec le cœur, en fait, vous allez fédérer. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Et juste une dernière chose. Une phrase qui n'est pas de moi, mais que je fais sûr un petit peu partout. Celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci. Merci. Un peu de silence. On n'est pas en avance. Bien. Alors maintenant, nous allons passer au réquisitoire de Madame le procureur. Madame la procureure. Oui, là, il, elle. C'est Allez-y, pas Madame gagné, la moi, je vous le procureure. dis. Messieurs, nous avons besoin de votre aide. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers avocats, nous avons entendu aujourd'hui 3 témoins. Le premier nous a expliqué qu'un territoire déjà desservi se voyait imposer une nouvelle autoroute, malgré les réserves émises par plusieurs autorités publiques. Le deuxième nous a rappelé que derrière des hectares et des statistiques se trouvent des fermes, des paysans, des familles, des paysages et une agriculture qui fait vivre ce territoire. Le troisième nous a montré que l'A412 n'est pas un cas isolé, c'est un nouvel épisode d'une longue série de grands projets présentés comme indispensables avant d'être contestés par ceux et celles qui vivent sur place. Nous avons entendu parler des forêts, de zones humides, de terres agricoles, de biodiversité, de 6 fermes directement menacées de 110 000 reblochons produits chaque année. Et nous avons surtout entendu une question demeurer sans réponse. Mais pourquoi ? Pourquoi dépenser 315 millions d'euros pour un projet dont l'utilité reste contestée jusque par les organismes chargés de l'évaluer ? Pourquoi détruire ce qui existe déjà quand des alternatives existent ?
Pourquoi sacrifier des terres, des fermes, des paysans pour gagner quelques minutes sur un trajet ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous n'êtes pas là pour rien. Les jurés du tribunal populaire du Chablais, à l'issue de ces débats, une chose apparaît très clairement. Cette autoroute n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une nécessité. Ça n'est même pas une évidence. C'est un choix. Et comme tout choix, il peut être refusé. Et pour toute cette raison, nous demandons au tribunal populaire de déclarer le projet A412 coupable des faits qui lui sont reprochés. Nous requérons qu'il soit condamné à la peine la plus sévère par notre code populaire, son abandon pur et simple. Nous demandons qu'il soit définitivement enterré. Et pour une fois, que ce ne soit pas les terres agricoles, que ce ne soit pas les forêts, que ce ne soit pas les zones humides qui finissent sous le béton. C'est ce projet et uniquement ce projet qui doit rester sous terre. Nous requérons également que ces promoteurs soient condamnés à effectuer 412 heures de travaux d'intérêt généraux au service du ferroviaire, de l'agriculture paysanne et de la protection des zones humides du Chablais. Merci. Merci, Madame la procureure. Merci. Maître, allez-y, c'est à vous. Monsieur le Président, mon client, l'A412, est victime d'un procès d'intention. Comment on dit ? Procès d'intention. D'intention. Un procès d'intention honteux, mené par des gens qui ont un agenda politique. Ça me paraît évident. Il était à deux doigts de dire que le local, ça allait faire de la solidarité nationale et même internationale. J'ai l'impression que... voilà. Mon client, on lui reproche des bouchons qu'il n'a pas encore évités, qu'il n'éviterait hypothétiquement pas. Alors moi, j'ai envie de dire essayons. On lui reproche des forêts qu'il n'a pas encore coupées. Mais coupons-les. Coupons-les, on verra si vraiment l'impact est si mauvais que la France Nature Environnement ou je ne sais quel éco-terroriste... voilà. Et puis mon autoroute ne mesure que 16 km et demi, 16 petits kilomètres, qui finalement, il n'y a quasiment rien par là. Moi, ce que je vous dis, monsieur le juge, on juge cette autoroute comme si c'était l'empire du mal, alors qu'une autoroute, c'est simplement rendre service aux gens. Et puis, c'est accompagner des petites PME comme Eiffage ou Vinci dans l'emploi. C'est si vraiment vous voulez du développement économique pour l'agriculture, nous ferons peut-être une petite aire d'autoroute avec un McDo qui fera des burgers au reblochon et puis voilà. En fait, moi je vois vraiment pas le problème. Une autoroute, avant tout, ça aime les gens, ça aime les automobilistes, ça aime les pneus, ça aime toutes ces belles choses qui font la fierté de notre belle région. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les jurés populaires du Chablais, je demande la relaxe complète et sans appel de mon client, l'A412. Car enfin, si vous veniez aujourd'hui à condamner le projet de l'A412, ce n'est pas une autoroute que vous condamneriez. Ce ne sont pas 16 km et demi de bitume. Ce serait le début d'un abandon de tous les grands projets qui sont pour moi utiles, indispensables et d'intérêt général. Est-ce que vraiment vous voulez assumer d'envoyer l'A412 au cimetière des grands projets avec le vélodrome de Sadier ? Paix à son âme. Merci. Merci, maître. C'était très touchant.
J'en perds la voix. Attends, il y avait un verso. Oui, il y avait, mais c'est pas grave. On a plus trop de temps. Tu veux le Ah, on faire? n'a plus trop le temps, c'est bon, T'as ok. envie d'y aller? Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va maintenant passer au verdict. Je vous explique comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'acquitter le projet. Et vous allez applaudir le plus fort possible pour acquitter, j'en suis sûr, ce projet. Dans un deuxième temps, je vous demanderai d'applaudir pour condamner ce projet. Et si vous avez applaudi plus fort pour l'un ou pour l'autre, vous avez compris le principe. Alors, attention, je compte jusqu'à 3. Et là, c'est pour acquitter le projet. 1, 2, 3. Il n'y a pas beaucoup de décibels, je tairai le nombre. Alors attention maintenant, pour condamner le projet. Un peu de silence, un peu de silence. Je vous rappelle que c'est mauvais de dépasser 110 décibels normalement. Merci. Merci beaucoup. Bon, Oui. je crois que j'ai pas le choix. Non. La Cour et le tribunal populaire du Chablais déclarent le projet A412 coupable et le condamnent, si j'arrive à parler, et le condamnent à je ne sais pas quoi, est-ce qu'on peut le condamner? Une très large majorité. Oui, une très large majorité. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on enverra un courrier à Monsieur Vauquier. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, s'approche, s'il vous plaît, messieurs, dames. Égaré dans le pays de Proudhon, le héros s'appelle Macron. À la recherche des gilets jaunes, le bandit s'appelle Maxime Nicole. Avec l'ami Benalla, sauvé de justesse du tribunal. Stop au trafic, les Comoriens. Y a ceux qui réussissent et y a ceux qui ne sont rien. La 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 la. Et soudain, sur les faces au vent, le vrai héros de tous les temps. Macron contre tous ces cons, l'aventurier contre la CGT. Macron contre tous ces cons, l'aventurier contre la CGT. La 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 la. La 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 la. La Légion d'honneur pour le grand Jeff Bezos, celui nous coûte pas oignon de Dingos. En pleine réforme des retraites, il récompense quelqu'un d'honnête. Entérinant les overfights, l'ennemi c'est le code du travail. Ils ont voulu qu'on vote les lois alors qu'il a le 49 Et soudain, sur lui face au vent, le vrai héros de tous les temps. Macron contre tous ces cons, l'aventurier contre la CGT. Macron contre tous ces cons, l'aventurier contre la CGT. La 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 la. Désignant le Bredard Manang et honorant le maréchal Pétang, son surnom simplement Jupiter, en démantelant les Gaulois réfractaires, l'otage des ONG et des Amish, et qui aurait pu prédire la crise climatique, tel l'aventurier solitaire. Macron est le champion de la terre. La 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 la. À vous, et soudain, ceux qui face au vent, le vrai héros de tous les temps. Macron contre tous ces cons, aventurier contre la CGT. Macron contre tous ces cons, aventurier contre la CGT. Ah la 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 la. J'entends rien. Impeccable.
Merci le Chablais. Merci Sylvain, Dom, à la technique, un tonnerre de bruit pour eux s'il vous plaît. Un tonnerre de bruit pour tous les bénévoles de l'établi qui organisent cette fête. Et un tonnerre de bruit pour tous les bénévoles de Fakir qui co-organisent cette fête. Si Fakir les organise aujourd'hui cette fête parce qu'il y a un dossier dans le dernier Fakir sur l'autoroute où ils vont rencontrer les résistances paysannes et tout ça. Donc allez là-bas, dans le coin là-bas au fond, vous allez acheter le Fakir, c'est 4 €, ça fait vivre la presse indépendante, ça fait chier Bolloré, donc faites-y. Et puis nous, on vous laisse entre de super bonnes mains avec Valentin Vander, s'il vous plaît. Hein ?